Mohamed Lamine Kaba, bonjour. Bonjour mon cher ami. Je rappelle que vous êtes le leader du parti Fidèle Entendez, Force des Intègres pour la démocratie et la liberté. Le nouveau gouvernement guinéen vient d'être mis en place par le chef de l'État. Quelle est votre appréciation par rapport justement aux ministres qui sont nommés dans ce nouveau gouvernement? Merci de m'avoir invité chez vous. Pour répondre à votre question, je dirais que la nomination, la composition du gouvernement a eu lieu. Et d'abord, nous apprécions, si vous voulez, cette présence féminine dans le gouvernement et à des postes stratégiques. Donc c'est une chose que nous avons beaucoup appréciée et que nous pensons que ça doit continuer. Parce que nous sommes légalistes, selon la loi, les 30% de membres du gouvernement, en principe, doivent être absolument, comme on appelle, du sexe féminin. Et ce qui est à peu près, qui a eu lieu déjà, donc nous avons apprécié le choix porté sur cette dame et qui sont d'une grande qualité au regard de l'RCV. Nous avons aussi apprécié, parce que la jeunesse, ça veut dire le dynamisme, nous avons apprécié cette présence encore des jeunes à plusieurs postes. Donc c'est une chose encore que nous avons beaucoup appréciée. Seulement ce que nous avons déploré lorsque on sait que le président Alpha a dit qu'il allait observer la rupture, c'est-à-dire qu'il fera en sorte que certaines personnes, comme il se disait qu'il est entouré par les cadres incompétents et que si son frère Malik est en vie, il ne sera pas entouré par ceux-là. Et à une autre occasion, il a dit qu'il est vraiment imprégné de la situation guinéenne, qu'il connaît désormais les bons cadres de la Guinée. J'aurais souhaité que des personnes qui traînent casserole, telles que Moustapha Mami Yabi, telles que Oyeg Lavoki, ne devraient plus être dans ce gouvernement. C'est déplorable. Lorsqu'on sait que ce sont les deux assassins de la Sotelgui, lorsqu'on sait que c'est eux qui ont vendu, si vous voulez, la fibre optique qui devrait servir ici, là, pour entretenir, si vous voulez, la masse salariale de la Sotelgui. Lorsqu'on sait que ces personnes-là sont, jusqu'à présent, ont des mémises, si vous voulez, sur des structures de trucs, un secteur aussi important, l'économie numérique. Vous savez, le Nigeria, ce que le Nigeria gagne en pétrole, plutôt en télécommunication, il ne gagne pas ça en pétrole. Donc la télécommunication est une régie financière importante. Il n'était pas bien que déjà Moustapha Mami Yabi, qui a été, si vous voulez, le président du comité de gestion et de trésorerie de la Sotelgui, donc cette Sotelgui qui est tombée en faillite à cause de sa malgestion, et que ce dernier encore soit hissé beaucoup plus haut, c'est-à-dire au poste du ministre de télécommunications. C'est déplorable. Alors, vous voyez, Glavoki, c'est des personnes qui devraient se retrouver devant les barreaux et non pas au poste ministériel. Ok. Alors, quelle est votre appréciation aussi justement par rapport au départ des dinosaures tels que François Luceni Fall, tel que celui de l'économie et des finances, Kerfala Yansane, qui est allé aussi du côté des mines et de la géologie, qui a un peu changé de poste ministériel, et de Koutoubou Moustapha Sanon. Qu'est-ce que vous avez comme appréciation par rapport au départ de ces dinosaures? Je crois que nous avons beaucoup apprécié ça. C'est la troisième observation que je devrais te faire tout de suite. En fait, il y a des personnes qui traînent des casseroles. Je ne les appelle pas des personnalités, parce que lorsqu'on s'accapare du bien public, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi de se débarrasser de ceux-là. Donc je pense que le fait... Mais les trois noms que je viens de citer, jusqu'à ce que je sache, il n'y avait pas de problème de corruption derrière eux. Hein. Vous en parlez de comment vous appelez Koutoubou Moustapha, de François Luceni Fall. Oui, je viendrai sur toutes ces personnes si vous voulez. Vous en parlez de M. Kerfala Yansane. Vous vous souvenez que lorsque le président a pris le pouvoir, il a dit qu'il n'a trouvé que $50 dans la caisse de l'État. Pour justifier cette assertion, il a fait appel à la Banque de France qui est venue auditer, si vous voulez, l'administration, et on a trouvé comme quoi que, c'est-à-dire les sorties d'argent sous la transition n'étaient pas justifiées, les dépenses de l'État n'étaient pas toujours contrôlées, etc. Donc finalement, celui qui tenait, si vous voulez, la caisse de l'État, c'était bien le ministre des Finances qui se trouvait être M. Kerfala Yansane. Donc ce dernier ne devrait même plus être dans le gouvernement. À partir du moment où son bilan est $50 dans la caisse de l'État. Mais comment vous expliquez alors ce paradoxe qu'il y ait un tel montant insignifiant dans les caisses et que le chef de l'État garde ce même ministre durant tout son quinquennat? Parce qu'il n'était pas prêt pour l'impunité. Quand on est prêt pour mettre fin à l'impunité, on ne doit pas associer des personnes déjà qui traînent des casseroles. Il a dit qu'il a trouvé $50. Celui qui a géré la caisse de l'État à cette époque, les sorties et les rentrées
d'argent, c'était bien. M. Kerfala Kiassa ne devrait pas être dans le gouvernement. Mais on a vu encore après les élections présidentielles, il a été élu comme ministre d'État, tout ça c'est bien. Nous avons encore observé, vous avez parlé des personnalités. Nous savons que vous savez, sur cette affaire de thermoflash au niveau de, comment on appelle, la gestion d'Ebola. De la gestion d'Ebola, il y a des casseroles qui traînent à ce niveau. Vous savez, sur le même dossier, vous vous rappelez encore que le Japon a donné une somme, si vous voulez, en matériel, une valeur de 80 millions de dollars, 80 milliards de francs guinéens. Les 90 milliards de francs guinéens en matériel a été donné, comment on appelle, à l'État guinéen. Mais comme tu le sais, le Japon a toujours un contrôle. Vous vendez et puis il a le contrôle sur la gestion, tout ça. Et finalement, cette somme-là, jusqu'à présent, selon les arguments qui ont été avancés, parce que j'ai des correspondances entre le ministre Muzo Kotobosano et l'ambassadeur du Japon, les explications qu'il a données, le Japon demande où se trouve l'argent. Il dit que non, que cette somme-là aurait été enfin placée au niveau des commerçants et pour des raisons Ebola jusqu'à présent ils n'ont pas encore fini d'écouler, donc alors que ça devrait être remboursé depuis 2013. Donc jusqu'à présent c'est pas clair, on sait que c'est un dossier à ouvrir, c'était pas clair. Parce qu'on sait que l'Ebola, si Ebola n'existait pas, comment on appelle, empêcher la croissance économique, mais il faut reconnaître les matériels qui ont été placés. Si on n'a pas le truc, le matériel devrait être présenté, ce qui n'a pas été fait. Vous avez parlé encore de François Lucénifal. De M. François Lucénifal. Vous vous souvenez qu'à ce niveau, je connais par exemple des cadres qui ont été, avec cette réforme qui a eu lieu, c'est-à-dire... Vous voulez parler des ambassadeurs ou quoi? Des diplomates? Non, je ne parle pas des ambassadeurs, mais il y a eu des jeunes qui ont été recrutés. Certains ont été envoyés, si vous voulez, à l'étranger pour être non seulement les trésoriers, comment on appelle, de l'ambassade, ou on l'appelle comment, le financier de l'ambassade, mais aussi le consul. C'était les postes cumulés. Je me rappelle cette dame, Dessous Camara, qui était au Sénégal comme financier et puis en même temps encore comme, comment vous appelez, consul. Elle a été démise de ses fonctions et finalement même son argent, elle n'avait pas accès à ça. Et tout ça, c'est celui, sa maman était ministre, madame, comment vous appelez, madame Toukara, qui a fait des démarches pour avoir, je ne sais pas si la chose a été obtenue, mais jusqu'à un passé récent, je vous assure que on a voulu quand même tenir la chose, on n'a pas voulu donner l'argent à la fille, ça a fait du bruit, sa maman s'est déplacée, il y a eu beaucoup de choses. Elle a été démise de ses fonctions de façon injuste, mais son argent encore. Il y avait beaucoup de dossiers de ce genre-là que nous connaissons. Vous avez parlé de quel cadre encore? Non, c'est seulement les 3 cas que nous avons évoqués. Maintenant, essayons de parler de Sidia Touré. On sait que vous avez été à la tête d'une alliance, en tout cas le porte-parole d'une alliance qui avait soutenu le président de l'UFR lors de la dernière présidentielle, c'est-à-dire le 11 octobre dernier. Monsieur Sidia Touré vient d'être nommé comme le haut représentant du chef de l'État. C'est un poste qui est quasiment inconnu des Guinéens. Comment vous, justement, du côté de votre alliance, comment vous avez perçu cette nomination et ce titre-là? D'abord, il faut reconnaître, nous félicitons monsieur Sidia et le président Alpha d'avoir fait, si vous voulez, cette nomination. M. Sidia est un cadre qui a de la hauteur, qui a la grandeur, qui est capable d'améliorer la gouvernance. Le fait de l'associer ou associer ses idées à la gestion du pays, je crois que le président et la Guinée ont beaucoup à gagner. Comment on appelle dans cette... Du côté de l'opposition, tel que l'UFDG, on dit plutôt que c'est l'UFR qui a quelque chose à gagner. Ils disent que Sidia Touré a été récompensé tout simplement parce qu'il a torpillé les efforts de l'opposition pour pouvoir permettre à M. Alpha Condé d'être élu en 2015. Bon, d'abord, avant de répondre à cette question, c'est que vous relevez cette accusation de l'opposition. Moi, je vous dis très clair. Il y a des choses que les gens ne disent pas. Mais en réalité, l'opposition était sûr qu'on n'allait pas partir aux élections. Il y a tellement de dossiers qu'on peut étaler. D'abord, il y a une réunion, d'abord c'était un samedi, il y a une réunion qui a eu lieu pour dire que toute l'opposition doit refuser à ne pas aller aux élections législatives, aller aux élections présidentielles. Le même jour, le porte-parole, je crois que vous étiez là, le porte-parole a fait cette déclaration devant les médias. Quelques minutes après, c'est le chargé de communication de l'UFDG, Tchengel, qui vient, qui dit que non, demain, l'UFDG dépose sa candidature. Donc s'il y a un trait à ce niveau, c'est une réalité. Il y a un trait à ce niveau. Le premier trait, c'est bien M. Diallo et son UFDG. Alors, ça c'est une chose. Mais entre-temps,
tous les candidats ont déposé leurs trucs là. M. Sidi a déposé, bien sûr. Donc, il n'était pas la personne qui a payé la caution. Lorsqu'on paye sa caution, ça veut dire qu'on est prêt à aller à ces élections. Mais ils étaient persuadés qu'ils n'allaient pas remporter ces élections. Pourquoi ils sont allés? Parce que M. Sidi qui était dans la course, qui avait déjà commencé à faire sa campagne depuis la forêt, finalement, ils savent, surtout l'UFDG sait pertinemment, que si il ne partait pas aux élections, si l'UFDG ne partait pas aux élections, M. Sidi déjà aux élections, ses militants allaient voter pour le président Sidia. Par conséquent, il faut absolument être présent pendant ces élections, non pas pour battre Alpha, mais pour barrer la route à M. Sidia. Donc s'il y a encore un traître, c'est bien eux. S'il y a un égoïste encore à ce niveau, c'est bien eux. Donc c'est pour dire très clairement, M. Sidia n'a pas payé la caution. M. Sidia Touré n'est pas un traître alors? Il ne l'est pas. Le traître, qu'est-ce qu'on appelle un traître? Lorsqu'il y a un lien entre toi et une personne à faire quelque chose et que vous avez dit que non, mais ce qui n'a pas été le cas. La déclaration que ça a été, et lui-même, M. Sidia n'était pas là. En ce moment, il était à l'intérieur du pays. Ils ont dit qu'ils ne vont pas aller aux élections. Et une communication a eu lieu. M. Seldalé a participé à cette réunion. La communication a été faite par M. comment vous appelez, Boubacar Silla. Et quelques minutes après, lui, il dit que oui, je suis candidat. C'était le même jour, devant les mêmes médias. Qu'est-ce que vous voulez? Donc s'il y a des traits, c'est bien eux. Pour ne pas revenir sur tout ça, moi je voudrais revenir sur votre question. Nous avons beaucoup apprécié l'arrivée de M. Sidia, comment on appelle, sa nomination en tant que le haut, si vous voulez, représentant du chef de l'État. Vous savez, il suffit seulement qu'on associe ses idées, on connaît ses talents, ses preuves, il en a eu à faire en Côte d'Ivoire en 1980, dans les années 89. Voilà, 89 ou 10. Le Félix Houphouët a fait appel à 3 cadres, parmi lesquels Lassane Ouattara, comment on appelle ça, le Konan Bani, et M. Sidia Touré, qui ont redressé l'économie de ce pays, la relance économique donc. En 1996, c'est M. Sidia qu'on appelle, il est venu, il a amélioré la gouvernance. On l'a vu, il y a des preuves, il y a des trucs, si vous voulez, je peux vous étaler tout ce qu'il a eu à faire à cette époque. C'est grâce à lui que nous avons vu pour la première fois les fictifs dans l'administration publique. Mais est-ce que vous pensez que Sidia pourra avoir les mains libres avec M. Alpha Condé pour faire quelque chose? Je pense que les deux personnalités se connaissent depuis plus de... Pour vous, la cohabitation est possible? C'est ça. Depuis plus de 35 ans, les deux personnalités se connaissent. Et si dans tout ce temps-là, ils étaient ensemble dans l'opposition pendant 5 ans de la gouvernance d'Alpha, M. Sidia s'est désolidarisé de sa gouvernance et qu'aujourd'hui, il veut s'associer à cette gouvernance, c'est parce qu'il a une certaine garantie, c'est parce qu'il sait qu'il est capable désormais d'avoir une influence sur le président Alpha, c'est parce qu'il sait qu'il y a la nécessité de venir. Vous savez, nous avons toujours dit que notre pays est une voiture à 4 roues. Et si cela est vrai, imaginez que vous êtes passager, vous êtes dans ce véhicule-là, vous partez, et que vous voyez le chauffeur qui est en train de vous conduire à l'abîme, qui est en train de vous envoyer au mur. Je crois qu'il y a la nécessité de dire au chauffeur de virer bien, ou bien vous pouvez donner un coup de main à la direction pour permettre à ce véhicule d'avoir un bon élan. C'est ce que M. Sidia est en train de faire. Ce n'est pas pour aider le président Alpha, mais c'est pour aider le peuple de Guinée, parce que nous sommes dans une situation économique qu'on appelle la récession. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'emploi, il n'y a pas de production, nous vivons de la réserve. Un expert, comme on appelle en économie comme M. Sidia, doit venir aider le pays, parce que ce qui est en jeu, c'est l'intérêt de toute la population guinéenne. Ok. Merci beaucoup, M. Mohamed Lamine Kaba, d'avoir répondu à nos questions. Merci, mon cher ami, d'avoir invité chez vous.